Donc, contrairement aux orateurs des séances précédentes, je ne vais pas vous parler d'un sujet de recherche sur lequel je travaille. Dominique Bron vient de dire que c'est dans la sphère de mon intérêt, mais je vais plutôt vous présenter un travail qui est l'objet de ma réflexion, d'une recherche bibliographique que j'ai réalisée d'ailleurs avec mon dernier doctorant, Michael Herbst, qui est pour le moment en postdoc à Boston, et qui a fait avec moi la recherche bibliographique et préparé un certain nombre de diapositives. Par ailleurs, vous voyez que Cédric Blancpain va participer à la présentation. Pourquoi ? Parce que ce serait vraiment scandaleux, je vais vous dire le terme, de parler des cellules souches cancéreuses, alors que, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, Cédric vient de faire des publications dans Nature dans le domaine des cellules souches cancéreuses, et donc il est notre expert. Vous verrez que tout à l'heure, il interviendra. On a inséré dans le diaporama un certain nombre de dias qui viennent justement de ces publications récentes de Cédric. On n'a pas eu le temps de se concerter, donc on verra comment ça va se mettre ensemble. Mais n'ayez pas peur, ça devrait marcher. Alors, on peut prendre deux titres, les cellules souches cancéreuses, en disant, voilà, nous parlons d'une certitude, ou un titre que j'ai utilisé antérieurement quand j'ai parlé du sujet, The Cancer Stem Cell Hypothesis, comme si on n'était pas certain que ça existe. Mais depuis les travaux de Cédric, je pense qu'on peut être quasi certain que ça existe. Alors, nous avons parlé, on l'a rappelé tout à l'heure, mais je le rappelle à nouveau, nous avons parlé de ces cellules souches somatiques, donc ces cellules souches que l'on va trouver chez le sujet adulte, en particulier en différents tissus. Des cellules, et j'ai repris l'exemple de la cellule souche multipotentielle hématopoïétique qui donne naissance, après s'être différenciée, après s'être divisée à toutes les cellules sanguines. Ces cellules souches, elles ont toute une série de propriétés biologiques tout à fait particulières qui les distinguent des cellules qui sont en aval d'elles dans un tissu déterminé. Par rapport au cancer, on pouvait se poser plusieurs questions avec ces cellules souches somatiques. Et une question qui a été posée la fois dernière, c'était de se dire, est-ce que ces cellules souches somatiques que l'on utilise en thérapie cellulaire, en médecine régénérative, est-ce qu'elles peuvent donner le risque de cancérisation ? La réponse est non. La réponse est non avec ces cellules souches somatiques que l'on prélève chez le sujet adulte, mais, comme l'a évoqué il y a quelques minutes Dominique Bron, si l'on veut utiliser des cellules souches embryonnaires ou bien ces fameuses cellules souches induites, objet du prix Nobel, bien, il y a un risque de développement de tumeurs et ça pose donc le problème de l'utilisation de ces cellules en médecine régénérative actuellement. Je n'aborderai pas ce sujet plus avant, j'ai tout dit, en tout cas tout ce que je pensais devoir dire à ce sujet. Mais l'autre question que je veux aborder, c'est de poser la question de savoir si dans les cancers c'est un tissu, c'est un amas de cellules, y a-t-il des cellules qui ont des propriétés comparables aux cellules souches somatiques ? Puisque quand on regarde un tissu, comme la moelle hématopoïétique, il y a des cellules souches. Est-ce qu'il y a ça dans un cancer qui se développe dans la moelle ? Et si jamais la réponse est vraie, et oui, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça peut être utile pour faire un meilleur travail en cancérologie au bénéfice de nos patients ? Alors, je vais prendre un abord je vais utiliser un parcours un peu sinueux pour arriver aux réponses à la question posée. Je vais partir de mon métier, effectivement, d'anatomopathologiste. L'anatomopathologiste, c'est celui en particulier qui fait le diagnostic des tumeurs. Nos collègues gastroentérologues me disaient tout à l'heure, c'est vous qui êtes au bout du chemin, qui avez, entre guillemets, la vérité. Bon, il faut bien mettre ça entre guillemets, bien entendu. Mais partons des défis de la cancérologie et de quelques étapes que la cancérologie a faites, et ça va nous permettre d'arriver à la conclusion qu'il existe très certainement des cellules souches cancéreuses. Nous avons ici une tumeur, c'est un prélèvement dans un sein, c'est ce qu'on appelle une tumérectomie, et c'est du tissu adipeux là-bas, et vous avez une tumeur, un cancer qui est là-bas. Vous avez ici une situation plus avancée, c'est quelqu'un qui a un cancer des testicules, nous avons ici l'aorte qui est dans l'abdomen, et nous avons ici toute une série de ganglions qui sont infiltrés par des métastases venant de la tumeur testiculaire.
Nous avons ici le foie de quelqu'un qui a un cancer du côlon, par exemple. Et ce foie est, entre guillemets, excusez-moi du terme, truffé de métastases, tous ces nodules blancs. Nous avons ici un patient qui a un cancer, une patiente qui a eu un cancer du placenta, choriocarcinome, et qui a développé, ceci sont les poumons, avec la trachée, ici nous avons le larynx qui est là-bas avec la thyroïde. Nous avons toutes ces boulettes, comme on dit dans le jargon médical, toutes ces boulettes rouges qui sont là-bas, qui sont des métastases. Nous avons ici un prélèvement dans une moelle osseuse. Voilà les travails osseuses et toutes ces cellules qui sont là-bas, ce sont des cellules de leucémie. Et donc, on peut, par rapport à ça, on se dit, si on veut traiter, essayer de guérir l'un ou l'autre de ces cancers, que ce soit cette tumeur primitives, localisées dans le sein, ou bien ces métastases qui sont dans des ganglions, ces métastases qui sont dans le foie, ces métastases qui sont dans les poumons, ou ces cellules qui sont distribuées dans tous les os du corps et qui passent dans le sang, quels sont nos outils? Alors, nos outils, on peut les poser par rapport à une connaissance biologique générale de ce qu'il y a dans un cancer. Un cancer, je vous ai dit, ce sont des milliards de cellules dans ce que vous avez vu, dans ces amas que vous avez vus, ces nodules, il y a des milliards de cellules. Et ces amas n'arrêtent pas de grandir, c'est le propre d'une tumeur, ça n'arrête pas de grandir, croissance incontrôlée, et le dogme, quelque part, que l'on retrouve dans les textbooks, c'est de voir qu'il y a des cellules qui sont cancérisées et que ces cellules n'arrêtent pas de se diviser et s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent. Qu'il y a dans la tumeur quand même des cellules qui ne se diviseront plus jamais parce que comme une cellule normale, certaines de ces cellules peuvent à un moment donné se différencier et finalement mourir et ne plus jamais participer à l'accroissement du volume de la tumeur. Et également de constater que pour, bien entendu, proliférer et se diviser, ces cellules doivent entrer dans ce que l'on appelle le cycle cellulaire. Eh bien, il y a dans une tumeur des cellules qui sont en dehors du cycle cellulaire, qui sont dans ce qu'on appelle le stade G0, et cellules qui sont en réalité dormantes et qui sont capables, à un moment donné, de rentrer dans la prolifération tissulaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever une tumeur. C'est ce que l'on fera avec une tumeur bien localisée. C'est la résection chirurgicale et c'est le rêve de chacun, c'est qu'un simple geste chirurgical guérisse les tumeurs. Ou bien, s'il n'est pas possible de guérir la tumeur parce qu'elle est localisée et d'utiliser le geste chirurgical, il va falloir utiliser des techniques plus vastes, soit en agissant sur les cellules au site même de la tumeur, ou bien par une voie systémique. Et on utilisera radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie, ou bien des techniques qui vont entraîner l'anoxie des cellules tumorales. Est-ce que tout ça marche? Oui et non. Il y a chaque année en Belgique, le registre du cancer nous dit ça, 60 000 nouveaux cas de cancer, et j'exclus de cette statistique les cancers de la peau. Il n'y a que les mélanomes qui sont inclus dans cette statistique de 60 000. Et il y a à peu près 26 000 personnes qui chaque année meurent de cancer en Belgique. Donc ça veut dire, grosso modo, que 45% des gens ne guérissent pas de leur cancer, meurent de leur cancer. Donc toute cette panoplie que nous avons là n'est pas totalement efficace. Et une des raisons pour laquelle ce n'est pas totalement efficace, c'est ce que l'on voit dans un schéma comme ceci. La chirurgie, évidemment, elle peut enlever tout, elle est curative s'il n'y a rien ailleurs, c'est une napalissade. Mais lorsque l'on a des cellules ailleurs, lorsqu'on est obligé d'utiliser la radiothérapie et la chimiothérapie en particulier, que va-t-on détruire? Bien, on va détruire ceci. Toutes les cellules qui prolifèrent, qui se divisent. Et on ne détruira pas ces cellules-ci, ces cellules qui sont au repos, qui sont cachées là-bas. Et donc, dès que vous enlevez le traitement, ces cellules vont se remettre à proliférer et la tumeur recommence. C'est le principe des récidives de la tumeur et qui font qu'un certain nombre de tumeurs ne sont pas guéries par les approches thérapeutiques que nous avons. Alors, nous pouvons, bien entendu, essayer d'amplifier, d'accentuer les régimes de radiothérapie, d'accentuer les doses de chimiothérapie, etc., etc. Il y a des obstacles.
la toxicité pour les organes sains, pour ce qui nous fait vivre, et par ailleurs l'apparition de résistance, et c'est bien connu que parmi les cellules qui vont être les cibles de la chimiothérapie, eh bien, certaines vont acquérir une résistance aux médicaments selon différents mécanismes que l'on ne va pas discuter ici. Et donc il y a des limites, et donc on a cherché d'autres approches, et entre autres pour essayer d'éviter cette toxicité un peu aveugle. Ces médicaments de chimiothérapie, je vous ai dit, ça touche les cellules qui se divisent. Or, c'est ce qui nous fait vivre les divisions cellulaires. On l'a dit lors de la première séance, et on le voit dans tous ces schémas tels que celui de l'hématopoïèse que je vous ai montré. Pour que nous ayons des cellules normales, il faut à tout moment que nous produisions des cellules. Et nous les produisons par division cellulaire. Et si on donne des médicaments qui tuent les cellules qui se divisent, eh bien ça tuera non seulement les cellules cancéreuses qui se divisent, mais aussi les cellules normales, d'où la toxicité. Et donc nous sommes limités. Et donc un des espoirs a été de trouver quelque chose de nouveau, et le quelque chose de nouveau n'est pas sorti comme ça de je ne sais où, c'est sorti bien entendu des fruits de la recherche et de la compréhension de ce qui se passe au niveau moléculaire dans les cellules cancéreuses, et c'est entre autres le grand territoire des médicaments ciblés que l'on connaît aujourd'hui. Et un prototype de cela, c'est une forme de leucémie que l'on appelle la leucémie myéloïde chronique. C'est une maladie de l'adulte qui évolue très lentement, de façon assez insidieuse, et pour laquelle on sait depuis très longtemps que dans les cellules leucémiques, il y a une anomalie chromosomique que l'on peut déceler en faisant un karyotype. Il y a un petit chromosome, là, le chromosome 22, qui est mal fichu. Et il est mal fichu, pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'échange, ce qu'on appelle dans le jargon une translocation, entre un chromosome, le chromosome 9, qui est un grand chromosome, qui est quelque part par là, et un petit chromosome, qui est le chromosome 22. Un petit bout de l'extrémité du chromosome 9 va se mettre à l'extrémité du chromosome 22, et un petit bout du chromosome 22 va se mettre à l'extrémité du chromosome 9. Et ça a une influence, c'est que des gènes qui étaient jusque-là séparés, qui étaient sur des chromosomes différents, se retrouvent ensemble, et ils vont exprimer une protéine, une enzyme qu'on appelle une phosphotyrosine kinase, et alors que dans la situation normale, lorsqu'elle est dans son chromosome d'origine, le phénomène d'activité, l'activité de cette enzyme est parfaitement contrôlée, comme ce l'est pour l'ensemble de nos protéines, de nos enzymes, etc. Et bien, du fait de cette translocation, ce n'est plus contrôlé, ça fonctionne en permanence, et ça va contribuer à la cancérisation de la cellule sanguine pour donner la leucémie. Alors ça, c'est intéressant parce que ça donne des explications sur le mécanisme de la cancérisation, accroissement des connaissances, mais c'est surtout intéressant parce que c'est à partir de là qu'on a découvert un des premiers médicaments ciblés. Si je reprends l'enzyme en question, la voilà schématisée ici en vert, eh bien cette enzyme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aller accrocher un phosphate sur un acide aminé, qui est une tyrosine, qui se trouve sur une protéine. Et lorsque ce phosphate va sur la tyrosine, comme c'est ici, eh bien cette protéine devient active et remplit une fonction. Et à nouveau, dans une cellule normale, un tel phénomène peut être parfaitement régulé, ne se produire que, entre guillemets, excusez-moi du finalisme du propos, que quand il le faut. Lorsqu'on se trouve dans les cellules de la leucémie myéloïde chronique, eh bien cette enzyme est active en permanence. Et donc on a en permanence du phosphate qui vient sur cette tyrosine dans ce substrat qui est dès lors tout le temps actif, d'où la cancérisation et la leucémie. Il y a le génie de la découverte qui a été faite, c'est de trouver des molécules que l'on peut aller placer là-bas, à la place de cette molécule qui est la source des phosphates, dont on vient de parler, et qui va bloquer le processus. Et bloquant le processus, eh bien, la protéine en question ici ne recevra jamais de phosphate. Elle ne pourra pas se lier à d'autres protéines, et l'on va interrompre le processus de la cancérisation. C'est la découverte de ce fameux médicament qui s'appelle l'imatinib, c'est le Glivec, dont vous avez certainement déjà entendu parler,
et qui a des effets tout à fait considérables, parce que, alors que, et il y a des hématologues ici qui sont bien plus compétents que moi pour en parler, alors qu'on était assez démunis comme traitement pour les patients atteints de leucémie myéloïde chronique, bien, que voit-on lorsque l'on applique ce traitement à des patients? Eh bien, on voit que le nombre de cellules leucémiques se réduit d'une façon tout à fait considérable, mais on va constater aussi que malheureusement, on n'atteint pas la valeur 0. On n'atteint pas la valeur 0, et si on arrête le traitement, ben, on voit que dans la plupart des cas, la maladie va flamber à nouveau. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'on n'a pas traité suffisamment longtemps. Si, croyez-moi, on pourra allonger l'échelle de temps ici, et le phénomène se produirait à nouveau. Et donc ça veut dire qu'on peut sans doute conclure que chez un malade qui a répondu au Glivec, il y a probablement des cellules qui résistent au traitement. Et on peut se poser la question de savoir que sont ces cellules. Alors on peut imaginer que ce sont des cellules qui ne sont plus sensibles aux médicaments parce que l'enzyme à question s'est encore modifiée. On peut imaginer que dans la cellule leucémique, il y avait déjà des anomalies chromosomiques, qu'il y ait des anomalies en plus qui se produisent et qui modifient cette enzyme, et que dès lors, le Glivec ne puisse plus agir dessus. Ça, c'est une possibilité. Mais on peut aussi émettre l'hypothèse qu'il y a dans la leucémie des cellules qui ont des propriétés biologiques particulières, telles que le Glivec ne peut pas agir sur elles. Je vous rappelle mon petit schéma d'hématopoïèse. Je le mets à l'envers volontairement pour arriver à ce schéma-ci où j'ai remis mon hématopoïèse là-bas à l'envers avec la cellule souche là-bas et les cellules sanguines qui sont au-dessus. Alors, dans un article de Nature qui analysait les résultats de l'étude que je viens de montrer il y a un instant, des scientifiques ont fait une modélisation mathématique. Ils ont dit, eh bien, dans cette population de leucémie, il y a comme dans l'hématopoïèse normale, il y a bien entendu les cellules différenciées qui font la masse de la tumeur. Ce sont les cellules que vous avez vues sur la diapo il y a quelques instants. Correspondant à ceci dans l'hématopoïèse normale. Il y a en amont de cela des cellules qui sont un peu moins différenciées. Il y a en amont de cela des cellules qui sont encore un peu moins différenciées. Et en amont de cela, il y a sans doute des cellules souches, leucémiques, cancéreuses. Ils ont fait ce petit schéma-ci. On part d'ici avant le traitement, on commence le traitement, on voit que les cellules, le nombre de cellules décroît. Ils disent ben c'est parce qu'on a détruit les cellules différenciées. Et puis on continue le traitement, on voit que la pente de la décroissance des cellules n'est plus aussi forte. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je n'ai pas insisté là-dessus, mais c'est ce que l'on voit. Ils disent ben c'est parce que l'on a maintenant touché un autre compartiment qui est plus immature, qui est en amont par rapport à la masse des cellules tumorales. Et puis, j'ai un plateau. Je m'arrête et je peux continuer le traitement, je ne gagne rien. Je ne gagne rien parce que il y a des cellules qui sont résistantes au traitement, non pas parce qu'elles ont acquis une mutation quelconque, non, elles sont résistantes au traitement parce qu'elles sont des cellules souches leucémiques. Et si j'arrête le traitement, eh bien on va voir que la leucémie reprend et on a formation à nouveau de toutes les cellules mûres. Et donc, de cette analyse-là, ces auteurs-là ont conclu, il y a certainement dans ces milliards et milliards de cellules d'un patient atteint de leucémie myéloïde chronique, il y a un petit contingent de cellules résistantes au Glivec qui ont les propriétés de cellules souches multipotentielles parce qu'elles sont à l'origine de toute la masse cellulaire. Alors on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est vrai. Je reprends ici un petit schéma des cellules que l'on voit dans la leucémie myéloïde chronique. Voilà la masse des cellules de la leucémie lorsque l'on est en présence d'un patient au moment du diagnostic. Eh bien, qu'est-ce que l'on constate? Qu'est-ce que celui qui regarde la moelle de ces patients-là constate? Eh bien, il va voir qu'il y a des anomalies aussi dans des cellules qui ont l'air normales, qui n'ont pas l'air cancéreuses. Par exemple, dans les mégakaryocytes, les cellules qui fabriquent les plaquettes. Et puis, on sait aussi que les patients atteints de leucémie myéloïde chronique, au cours de l'évolution de la maladie, et c'est ça qui va les tuer,
ils risquent de développer une leucémie aiguë. Ils vont faire une acutisation de la maladie. Il faut faire soit une leucémie myéloïde aiguë, soit, ce qui est moins fréquent, mais ça arrive, une leucémie lymphoïde aiguë. Je vous ai dit que l'on a un marqueur dans ces cellules de leucémie myéloïde chronique, c'est ce fameux chromosome Philadelphie. Eh bien, en fait, on peut trouver ce chromosome Philadelphie dans les cellules de la leucémie myéloïde chronique, dans les cellules de la leucémie aiguë, soit myéloïde, soit lymphoïde, qui se développent au cours de l'évolution chez ces patients. On peut les trouver dans les cellules pas tout à fait normales, mais pas manifestement cancéreuses, que l'on trouve dans la moelle de ces patients. Et dès lors, si l'on est peut-être un peu finaliste, mais aussi un peu logique, on se dit que, évidemment, tout ça, nécessairement, si on se représente le schéma de l'hématopoïèse de tout à l'heure, doit provenir d'une cellule souche multipotentielle, et qu'il est donc hautement probable que la cellule souche multipotentielle qu'il y a dans la leucémie myéloïde chronique, des cellules souches multipotentielles qui sont leucémiques et qui sont donc porteuses de ce chromosome Philadelphie. Et donc, les gens ont travaillé là-dessus, ils ont alors utilisé des outils pour séparer ces cellules. On sait qu'il y a des marqueurs, Yves Beguin en avait parlé de cellules souches multipotentielles hématopoïétiques telles que le CD34, et l'on a maintenant de bons arguments pour dire qu'il y a, chez un patient atteint de leucémie myéloïde chronique, des cellules cancéreuses, porteuses de l'anomalie génétique, mais qui ont toutes les capacités d'une cellule souche multipotentielle. Et d'où on affirme cela et on base ça sur toute une série d'arguments que je viens d'évoquer il y a un instant. Un autre argument qui a été utilisé, et ce sont des expériences dont les premières remontent à 1994, donc ce n'est pas tout neuf, c'est que l'on peut démontrer que lorsque l'on prend des cellules d'une leucémie aiguë ou d'une leucémie chronique, eh bien on peut transplanter ça chez des animaux d'expérience, chez des souris qui ont une immunodéficience particulière, qui fait que les cellules humaines qu'on leur injecte peuvent s'accumuler, proliférer et vivre dans la souris comme si elles étaient chez l'homme. Ce sont les célèbres souris SCID. Eh bien, on peut montrer que de très petits nombres de cellules de leucémie myéloïde chronique ou de leucémie aiguë peuvent transférer la maladie à de telles souris immunodéficientes. Et on a utilisé le terme de cellules initiatrices de tumeurs, tumor initiating cells, ou de cellules propagatrices de tumeurs. C'est le terme utilisé par le professeur Dumont ici à l'ULB. Et l'article séminal montrant ces transplantations de cellules a été fait par le groupe de Dick et publié dans Nature en 1994. Je vous montre ici une des expériences qui a été réalisée. On prend les cellules d'une leucémie, on va en injecter des quantités variables, éventuellement de très petits nombres, à des souris receveuses, et on va chercher chez ces souris un marqueur de matériel humain, pour faire simple. Et en faisant des analyses statistiques, ne me demandez pas de justifier les chiffres obtenus, eh bien on peut conclure que si on prend 250 000 cellules d'une leucémie myéloïde aiguë ou de cellules de leucémie myéloïde chronique, eh bien il y a là-dedans une cellule initiatrice de leucémie, et c'est à peu près la fréquence que l'on voit dans une moelle lorsque l'on va s'interroger sur la fréquence de cellules hématopoïétiques multipotentielles. Ben, il y en a extrêmement peu par rapport aux autres cellules. Et donc, toute une série d'arguments, et ce même travail d'ailleurs indiquait que ces cellules avaient manifestement le phénotype de cellules souches hématopoïétiques avec ce fameux marqueur CD34 que j'ai évoqué il y a un instant. Alors, quand on dit ça, on va se dire, ok, les leucémies, c'est peut-être quelque chose d'un peu particulier, soit. Voit-on cela également dans des tumeurs dites solides, comme les cancers du sein, les cancers prostate, du côlon, les cancers du cerveau? Eh bien, toute une série d'expérimentations sont allées dans le même sens. Et les arguments expérimentaux dans ces travaux-là étaient de deux types. À nouveau, des transferts in vivo chez des souris, donc le type d'expérience de Dick que je viens de vous montrer il y a un instant, et d'autre part, la mise en évidence de marqueurs phénotypiques sur une petite population de cellules cancéreuses, marqueurs phénotypiques comparables aux marqueurs phénotypiques des cellules souches de ces organes en question, des cellules souches des glandes mammaires, des cellules souches des glandes prostatiques, etc.
Et toute une série de travaux ont été faits qui apportent des arguments qui font penser que ces cellules souches que l'on trouve dans les tumeurs, dans les cancers, ont effectivement toute une série de propriétés biologiques comparables à celles qu'on trouve dans les cellules souches somatiques, celles que je vous ai rappelées dans la première diapositive, donner plusieurs types cellulaires différents, s'auto-renouveler, être quiescent, se trouver dans des petites niches, on va y revenir, et avoir des voies de mécanismes moléculaires internes à la cellule, ce qu'on appelle la signalisation spécifique, c'est-à-dire différents des cellules différenciées. Et je vais vous donner un exemple à nouveau qui vient de mon expérience d'anatomopathologiste, qui met ce DDIA que j'ai depuis, que je donnais à mes étudiants depuis bien 15 ans, avant qu'on parle de ces cellules souches cancéreuses, mais qui mettait sur la piste de cette réflexion-là. Une observation chez un patient qui a malheureusement un cancer du poumon dit à petites cellules. Ce sont des tumeurs tout à fait redoutables, avec des belles petites cellules, entre guillemets, excusez-moi, je suis morphologiste, avec beaucoup de mitose, comme vous voyez là, c'est des tumeurs qui poussent extrêmement vite et qui sont extrêmement sensibles à la chimiothérapie. Donc les patients entrent plus souvent en rémission complète, suite apparemment complète, après une chimiothérapie agressive, et puis les patients récidivent. Eh bien, on a pu constater, si c'est l'exemple d'un patient, que lorsqu'il récidivait, effectivement, il y avait des petites cellules assez comparables à celles que vous avez vues sur la diapositive précédente, mais il y avait des cellules présentant, on trouve des cellules qui présentent d'autres signes de différenciation. Et, en d'autres termes, soutenant l'hypothèse que dans la tumeur, ici, il y a des cellules qui sont capables de donner des cellules de différenciation différentes, un peu comme dans la moelle hématopoïétique, la cellule souche multipotentielle va donner des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Et donc, un argument indirect, pas un argument très scientifique, ça ne résisterait pas à l'analyse des grands biologistes cellulaires, bien entendu, mais c'est une observation simple qui mettait sur la piste. Une autre chose intéressante, c'est lorsque l'on parle de niche. On n'en a pas beaucoup parlé ni dans les tissus normaux, on n'en a pas beaucoup parlé dans les tissus normaux, mais j'ai mis chaque fois ça dans les diapositives. On a la conviction que les cellules souches dans les organes, que ce soit dans la moelle, que ce soit dans l'intestin, que ce soit dans la peau, etc., elles ne flottent pas comme ça au hasard. Elles sont organisées, par rapport à d'autres structures qui leur servent vraiment de nid, de niche, entre guillemets, pour les protéger. Et on a des arguments qui indiquent que le métabolisme de ces cellules souches est de ce même fait différent. Eh bien, notre ami et cher collègue Cédric Blampin a montré dans un papier dans Nature l'année dernière, en examinant des tumeurs cutanées, eh bien qu'il y avait dans ces tumeurs cutanées des cellules qui ont les caractéristiques de cellules souches et que ces cellules se trouvent en étroite interaction avec des structures vasculaires formant une niche favorable au développement de ces tumeurs cutanées. Alors je ne suis incapable de vous commenter ceci, non pas que je ne comprenne pas totalement les expériences de Cédric Blampin, mais parce que, étant daltonien, je suis incapable de bien vous montrer les cellules d'une telle que... Ce n'est pas un daltonisme grossier, hein, c'est un daltonisme subtil, mais suffisant pour que je m'abstienne de vous faire le commentaire de cela. Mais Cédric va revenir ici dans quelques instants et il fera l'un ou l'autre commentaire s'il le souhaite. Donc voilà un certain nombre de caractéristiques de cellules souches multipotentielles que l'on va trouver dans les cancers, dans les tumeurs, et cellules qui ont les caractéristiques dès lors de cellules souches. Alors, est-ce que ça, c'est intéressant, cette notion-là? Parce que ça nous permet de mieux comprendre, de mieux connaître. Est-ce que ça peut être utile pour nos patients? Rappelons-nous le schéma classique. Avec notre obstacle, c'est que 45% de nos patients cancéreux meurent de leur cancer, que nous ne réussissons pas à éradiquer tout ça chez tous les patients. Alors on a évoqué la toxicité, on a évoqué la résistance, mais il y a peut-être une autre explication. Parce qu'on peut espérer une situation idéale où cette cellule souche cancéreuse, j'ai repris le schéma de la leucémie myéloïde chronique, qui est dans la masse tumorale minoritaire et entourée de milliards d'autres cellules
qui sont différentes, qui sont plus différenciées, que tout ça soit sensible au traitement. À ce moment-là, on a gagné, la tumeur disparaît. C'est probablement pas tout à fait vrai, puisque, je viens de le rappeler, ça ne marche pas dans tous les cas. Et une hypothèse alternative qu'on peut proposer, c'est qu'en utilisant les médicaments, effectivement, et vous l'avez vu dans ces schémas avec la leucémie myéloïde chronique, on va détruire la grande majorité des cellules tumorales, mais il y a une partie de cellules tumorales qui résiste, et cette partie de cellules tumorales, ça pourrait être des cellules souches cancéreuses, et qu'elles résistent au traitement. Pourquoi? Il faut évidemment le définir, et que bien entendu, c'est ce qui va être à l'origine de la récidive de la tumeur, et puis secondairement de sa dissémination. Alors est-ce qu'on a des arguments en faveur de cela? Il y a des arguments dans le cas de la leucémie myéloïde chronique. C'est assez facile d'utiliser, entre guillemets facile, d'étudier les leucémies, puisque ce sont des cellules qu'on peut prélever dans la moelle, voire dans le sang. Donc l'outil, entre guillemets, pour avoir des cellules est assez accessible aux chercheurs. Bien, on a je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les expériences, mais on a un certain nombre d'arguments en faveur de ça. Je vous remontre cette dia-là. Et puis alors, une expérience un peu compliquée. On a un patient qui est atteint de leucémie myéloïde chronique. On isole à partir des cellules de la leucémie des cellules qui ont les caractéristiques de cellules souches sur la base de marqueurs. Et puis on met ces cellules en culture. Et on ajoute aux cultures des facteurs de croissance pour que les cellules prolifèrent. Et puis on met dans les cellules un marqueur fluorescent qui donne une fluorescence en rapport à la quantité d'ADN qu'il y a dans les cellules. Et donc si ces cellules se divisent, la quantité de fluorescence va diminuer, puisque s'il y a une quantité 10 dans la première cellule, elle donne 2 filles qui auront chacune 5, puis 2 filles qui auront chacune 2,5, etc. Et donc la fluorescence va diminuer. En même temps, on va mesurer dans ces cellules le marqueur CD34, qui est ce marqueur de cellules souches. Donc ces cellules leucémiques myéloïdes souches ont le marqueur CD34, on met ces cellules en culture et on ajoute du facteur de croissance. Et que va-t-on voir? Eh bien que les cellules vont proliférer et effectivement la fluorescence va avoir tendance à diminuer. On va d'une valeur la plus haute et là-bas, pardon, c'est sur l'échelle des abscisses. Donc la fluorescence va avoir tendance à diminuer, ce qui prouve que ces cellules se divisent. Et dans le même temps, on va voir que la quantité de ce marqueur de cellules souches, dont la valeur la plus haute est là-bas, va diminuer. Ça veut dire que ces cellules qui se divisent, en même temps se différencient, elles perdent leurs caractéristiques de cellules souches. J'ajoute du Glivec dans cette culture, et qu'est-ce que je vois? C'est que disparaissent toutes les cellules qui sont entrées en division, et que va persister une population de cellules qui a la quantité maximale du marqueur fluorescent, donc ce sont les cellules qui ne se sont pas divisées, et la quantité maximale du marqueur CD34, donc des cellules souches. Ceci est un argument pour dire qu'il y a dans la leucémie myéloïde chronique des cellules souches qui sont quiescentes, elles ne se divisent pas, et qui résistent au Glivec, puisqu'elles sont toujours là. Alors, bon, si on croit tout ça, si on est d'accord avec tout ça, on va se dire, pour guérir définitivement les patients qui ont atteint de leucémie myéloïde chronique, on a déjà fait un progrès extraordinaire avec le Glivec, mais je vous l'ai dit, la plupart des patients ne sont pas guéris. Comment peut-on faire? On peut, je vous l'ai dit que la quiescence a l'air d'être un problème, on peut se dire c'est peut-être parce qu'elles sont quiescentes qu'elles sont résistantes. Ou bien parce qu'elles ont en elles des propriétés particulières, moléculaires, qui les rendent résistantes. Je vous ai dit que les cellules souches ont des signaux particuliers de fonctionnement moléculaire différents de ce qu'on a dans les cellules qui en sont dérivées. Alors ceci c'est très compliqué. On peut montrer que ce qui fait qu'une cellule est cellule souche est lié, je viens de le dire, à des signaux particuliers, dont un système qui s'appelle le système Hedgehog, et qui dépend d'une autre protéine, peu importe, qui s'appelle SMO. Si SMO est là, Hedgehog fonctionne, et la cellule peut être cellule souche. C'est un peu simpliste,
mais c'est pour essayer de faciliter la compréhension. On connaît, on dispose d'une molécule qui s'appelle cyclopamine et qui inhibe le fonctionnement de SMO. Alors je prends ici une expérience où on voit des cellules que l'on met en contact avec cette cyclopamine versus des cellules contrôle. On est chez l'animal à qui on a injecté des cellules souches leucémiques. On voit que tous les animaux contrôle meurent. Si on met ce médicament, enfin cette molécule, eh bien on voit qu'un certain nombre d'animaux ne meurent pas. Donc c'est pas mal, ça agit. Cette expérience-ci, qu'est-ce qu'elle montre? On a pris des cellules souches leucémiques. On a mis du Glivec dessus. On voit que la plupart sont détruites, mais pas toutes. Et on peut fabriquer des cellules souches qui résistent toutes au Glivec. C'est ici. Eh bien, on voit que dans les deux cas, si l'on utilise ce médicament qui bloque SMO, qui bloque cette signalisation, eh bien, on détruit les cellules souches leucémiques. Donc, en agissant sur une voie de signalisation particulière, on peut probablement améliorer l'efficacité d'un traitement et améliorer l'efficacité d'un traitement par Glivec. Autre approche, sortir les cellules de l'acquiescence. Alors, à nouveau, on utilise ici de l'interféron pour faire ça, de l'interféron alpha. On prend des cellules souches leucémiques que l'on met en culture. On voit qu'il y a une petite proportion de ces cellules ici qui est, ceci c'est un marquage de cycle cellulaire, des cellules qui se divisent. Il y a ces cellules-là qui ne se divisent pas, ces cellules-ci qui se divisent. On ajoute de l'interféron, on voit que la majorité des cellules se divisent. Ah, est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. Il y a eu un essai clinique qui a été publié dans le New England il y a 2 ans, où on prend des patients à qui on administre du Glivec à différentes doses, et puis un certain nombre de patients à qui on donne non seulement du Glivec, mais aussi de l'interféron alpha. Et ceci, c'est une courbe en fonction du temps qui montre le nombre de patients qui entrent en rémission moléculaire. Comme on dit, peu importe le sens du jargon, ils ont moins de cellules leucémiques dans la moelle et dans le sang. Et on voit que le fait d'ajouter ce fameux interféron alpha qui a fait entrer les cellules dans le cycle cellulaire, eh bien, apparemment, rend ces cellules plus sensibles au Glivec. Et donc, ayant connaissance de ces propriétés biologiques de ces cellules souches leucémiques cancéreuses, on peut ainsi dégager des voies, qui ne sont pas encore certaines, pour améliorer le traitement. Alors, toutes ces expériences sont des arguments pour dire qu'il y a des cellules souches cancéreuses, il y a des cellules souches leucémiques. Donc, dans la leucémie, il y a des cellules souches cancéreuses. Est-ce qu'on est sûr de tout ça? Eh bien, c'est discuté. Ceci, c'est un article récent, je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais qui indique qu'il y a des arguments quasi incontestables, il y a des arguments dont on peut discuter pendant longtemps. Et c'est tellement vrai que notre collègue Jacques Dumont, avec ses collaborateurs, il y a 3 ans, a publié un article extrêmement intéressant dans lequel il dit tout ça, c'est pas vrai, les cellules souches cancéreuses, c'est un peu un artefact de laboratoire. C'est vrai qu'il y a des cellules qui sont capables de propager la tumeur, mais bon, on peut donner d'autres interprétations à cela, et il y a une argumentation extrêmement élaborée. Il n'élimine pas complètement l'hypothèse, mais enfin, vous voyez le titre, vous l'avez compris. Et alors vient Cédric Blancpain. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est important, je vous ai dit les arguments que l'on a pour dire qu'il y a des cellules souches cancéreuses dans les leucémies et dans des tumeurs solides, c'est par ces expériences de transplantation chez la souris et par le fait que l'on va trouver dans la tumeur des cellules qui ont des marqueurs comparables à ce que l'on trouve sur des cellules souches. On n'a pas grand-chose d'autre. Et il fallait donc essayer de démontrer que, in situ, à l'intérieur de la tumeur, dans l'individu porteur de la tumeur, il y avait des cellules souches. Et dans les Nature d'août 2012, il y a 2 articles qui ont été publiés, dont l'un par le groupe de Cédric Blancpain, et qui, voilà l'éditorial, le titre de l'éditorial qui est publié dans cette issue de Nature,
qui règle le problème. Pour eux, maintenant, il n'y a plus de problème. C'est démontré, il y a des cellules souches cancéreuses. Alors, puisqu'il y a ça, et que c'est Cédric, bien entendu, qui a démontré tout ça, il va présenter quelques diapositives qui, j'espère, vont vous convaincre de façon totale. Merci infiniment, Jacques, de m'inviter à prendre la parole dans ce séminaire si intéressant que vous donnez sur les cellules souches cancéreuses. Et donc, je ne vais pas vous répéter ce que Jacques Bonhiver vous a déjà dit, mais je vais vous expliquer comment, dans notre laboratoire, en utilisant le modèle d'une tumeur de la peau qui est le cancer spinocellulaire et des lésions bénignes qui le précèdent, nous avons pu tenter d'élucider si oui ou non les cellules souches cancéreuses existent in vivo, in situ, dans le tissu, sans se passer des expériences de transplantation. Ce type de cancer est un cancer relativement fréquent dans nos populations caucasiennes. Environ 500 000 patients vont développer ce type de cancer. En général, ça se traite avec l'ablation chirurgicale de ces tumeurs, mais quand même dans 5% des cas, ces patients présentent des métastases et alors ils auront un beaucoup plus mauvais pronostic. Alors, comme vous l'a dit le professeur Bonhiver, deux, si vous voulez, théories s'affrontaient pour expliquer comment un cancer, une fois formé, grandit-il. Et soit toutes les cellules étaient capables de se diviser, soit seulement certaines cellules avaient ce privilège de se diviser à plus long terme. Et jusqu'à présent, la seule expérience qu'on avait à notre disposition pour tester cette hypothèse d'hétérogénéité dans la tumeur et de l'existence d'une sous-population cellulaire ayant une plus grande capacité à propager la tumeur était faite en transplantant différentes cellules, dont ces fameuses cellules souches cancéreuses dans des souris immunodéficientes. Et dans la peau, il y avait eu un article en utilisant cette technique qui avait suggéré que des cellules exprimant CD34, comme dans les leucémies dont Jacques Bonhiver vient de vous parler, exprimaient ce fameux marqueur de cellules souches cancéreuses. Et Grégory Drissen, dans mon laboratoire, avec l'aide de quelques collègues, a voulu essayer de comprendre comment on passe d'une tumeur qui a cette taille-ci à une tumeur qui a cette taille-là en environ 4 semaines. Et ça sans fractionner la tumeur, sans transplanter ces cellules dans des souris immunodéficientes. Et comment on s'y est pris pour essayer de voir si oui ou non il existait des cellules souches cancéreuses, c'est qu'on a étudié notre fameuse technique qu'on appelle le marquage cellulaire. Et cette technique, si vous marquez, comme vous avez vu à de très nombreuses reprises, cette hiérarchie dans la présentation de Jacques Bonhiver, avec au sommet de la hiérarchie des fameuses cellules souches, si on marque une de ces cellules souches qui se trouve au sommet de la hiérarchie, eh bien on va voir qu'une grande partie de la tumeur va exprimer ces marqueurs. Par contre, si on marque des cellules plus en aval dans cette hiérarchie, eh bien, si on marque une cellule ici, elle ne donnera par exemple que 2 cellules, ou cette cellule-là ne donnera par exemple que 5 cellules différentes. Et donc, en faisant cette technique, on a marqué des cellules avec un marqueur fluorescent, des cellules isolées au sein de la tumeur. Et on a regardé ce que font chacune de ces cellules tumorales isolées. Et par exemple, ici, vous pouvez voir qu'une cellule tumorale, c'est étendu, c'est une cellule qui était marquée au départ, elle s'est étendue et elle donne des cellules différenciées de la tumeur, comme Jacques Bonhiver vous a expliqué. Et voilà l'expérience clé de cette découverte. Quand on a marqué un grand nombre de ces cellules isolées, ce qu'on s'est rendu compte au cours du temps, c'est qu'en fait, on perdait l'immense majorité des cellules tumorales marquées. Et on les perdait pourquoi? Comme Jacques Bonhiver vous l'a dit, il y a quand même de la différenciation qui se produit dans des tumeurs. Et ces tumeurs-là, sont des tumeurs très différenciées encore, mais toute une série de cellules sont perdues. Et par contre, les seules cellules qui restent dans la tumeur, ce sont des cellules qui ont donné, au niveau d'une seule cellule, l'immense majorité des pans entiers de tumeurs. Et dans chaque
chaque fois qu'on fait cette expérience, on voit systématiquement la même chose. Et donc, en collaboration avec un mathématicien et physicien à l'université de Cambridge en Angleterre, nous avons quantifié, essayé de développer un modèle mathématique en analysant le contenu cellulaire de tous ces petits clones de cellules marquées. Et ces modèles mathématiques suggéraient qu'on avait bien une organisation hiérarchique dans notre tumeur, avec des cellules souches qui se divisaient cette fois-ci non pas lentement, mais plutôt rapidement, et qui donnaient lieu à des progéniteurs avec une demi-vie limitée et qui se divisaient un peu plus rarement. Et alors, on a voulu savoir si ce qu'on avait trouvé dans ces tumeurs bénignes, encore bien différenciées, était toujours vrai dans des tumeurs plus invasives, plus méchantes, qui est le cancer de type spinocellulaire. Et là, par contre, on avait aussi des différents comportements cellulaires, mais cette hétérogénéité ne semblait pas répondre à une aussi forte hiérarchie que celle qu'on trouvait dans les tumeurs relativement différenciées. Et on avait l'émergence d'un seul type de population de cellules souches avec une très faible probabilité de se différencier. Et quand on a publié notre étude dans Nature, le même jour, il y avait un autre papier dans Science qui montrait virtuellement la même chose que ce qu'on a montré dans la peau, mais dans l'intestin grêle de la souris. Et dans la même issue de Nature, il y avait une autre étude qui tentait de déterminer si les fameuses cellules souches ici cancéreuses qu'on marquait répondaient différemment à la thérapie. Exactement comme Jacques Bonhiver vous l'a expliqué pour le cas des leucémies, dans cette étude-là, il montrait que les cellules de glioblastomes, les cellules d'un cancer très méchant du cerveau, les cellules souches cancéreuses de cette tumeur-là étaient capables de résister au traitement de chimio et de radiothérapie et de stimuler la récidive de cette tumeur-là. Et donc, ça c'était juste, mais puisque Jacques Bonhiver en a déjà discuté, maintenant une des questions essentielles pour nous est de comprendre ce qui régule, ce qui fait qu'une cellule souche cancéreuse est une cellule souche cancéreuse et qu'est-ce qui la distingue des autres cellules présentes dans la tumeur, qu'est-ce qui régule leur prolifération mais aussi leur différenciation. Et comme Jacques Bonhiver vous a aussi dit, si on stimule la différenciation d'une cellule souche, si on lui coupe sa capacité de s'auto-renouveler, au long cours, on peut éventuellement guérir des cancers. Et il y a, malheureusement encore aujourd'hui, seulement quelques rares tumeurs qui répondent très bien à des traitements qui stimulent la différenciation des cellules. Et ça, c'est l'exemple d'une leucémie tout à fait particulière qui s'appelle la leucémie promyélomonocytaire. Et cette leucémie-là, si vous leur donnez un dérivé de la vitamine A, eh bien, dans un très haut nombre de cas, grand nombre de cas, vous allez vraiment guérir ces patients au long cours. Et donc, il y a quand même un espoir quand, en jouant sur les cellules souches cancéreuses, on va pouvoir un jour avoir un impact sur le traitement des patients, et on espère qu'un jour on pourra, grâce à cette approche-là, sauver plus de vies comme ça. Et donc, par exemple, Benjamin Beck, dans mon laboratoire, a étudié comment la présence de ces cellules souches cancéreuses, et un des mécanismes qui régule ces cellules souches cancéreuses, c'est la proximité près des vaisseaux sanguins, ici en blanc dans mon truc. Et dans ma photo, et les cellules souches cancéreuses ici en rouge. Et ce qu'on a montré dans cette étude publiée l'année dernière dans Nature, c'est qu'un facteur de croissance des cellules endothéliales était en fait sécrété par les cellules souches cancéreuses elles-mêmes, et donc quelque part stimulait leur formation de leur propre niche, de leur propre environnement qui stimulait leur renouvellement. Voilà, je vous remercie. Voilà l'article publié dans la même issue de Nature que l'article de Cédric concernant les glioblastomes. Et donc là, le travail tout à fait extraordinaire qui a été fait, c'est non seulement de démontrer que on est chez la souris là-bas, que dans les glioblastomes de ces souris, il y a bien au sein de la tumeur des cellules qui ont les mêmes propriétés biologiques que les cellules souches nerveuses que l'on trouve dans le cerveau normal. Ça, c'est une première chose. Mais la chose la plus extraordinaire, je trouve, de ce travail,
c'est d'avoir fait des manipulations qui font que ce soit d'une part dans le tissu cérébral normal ou bien dans la tumeur, c'est ce que ces cellules souches sont sensibles à un médicament qui est un médicament antiviral qu'on appelle le ganciclovir, parce qu'on introduit quelque chose de particulier dans cette cellule. Et l'on montre en faisant ça, on utilise un médicament de chimiothérapie par ailleurs, et on utilise là, eh bien si on utilise le médicament de la chimiothérapie par rapport aux souris contrôle qui doivent être ici, les souris meurent. Celles qui reçoivent uniquement la chimiothérapie, il y a un léger bénéfice, et on voit que lorsque l'on associe la chimiothérapie et ce médicament qui va faire que, une fois que ce ganciclovir est donné, ces cellules souches vont mourir, eh bien on améliore fortement le traitement. Et donc on revient à ce schéma que j'ai montré tout à l'heure, l'objectif étant de se dire, le constat étant que vraisemblablement les cellules souches cancéreuses ne répondent pas aux médicaments de la chimiothérapie de la même façon que la masse de la tumeur, et qu'il faut trouver des médicaments particuliers pour les détruire. Ceci en est une première démonstration in vivo dans un modèle expérimental. Alors, je ne peux pas ne pas évoquer ceci une fois que l'on a pris position pour dire qu'il y a des cellules souches cancéreuses. On peut se poser la question, mais quand se forme la tumeur, lorsqu'un individu va être soumis à des agents cancérogènes et qu'une tumeur va se développer, quelle est la cellule qui subit la cancérisation? Il serait évidemment logique de penser que les cellules cibles pour la cancérisation, bien, ce sont les cellules souches. Si on trouve, comme dans une leucémie, qu'il y a des cellules souches leucémiques cancéreuses, tout comme dans le tissu normal, il y a des cellules souches multipotentielles, l'hypothèse la plus raisonnable, ce serait de penser que la cancérisation se fait à ce niveau-là. Mais il y a d'autres hypothèses qui peuvent être évoquées, on n'a plus le temps d'en discuter ici. Et j'évoque ça, pourquoi? Parce que quand Dominique Bron a rappelé tout à l'heure ce que je faisais chez Henri Kaplan il y a déjà longtemps, eh bien, dans le modèle d'induction de tumeurs que je faisais, mon souci était d'essayer de déterminer quelles étaient les cellules qui étaient sensibles aux effets cancérogènes du virus ou des radiations ionisantes. Donc je cherchais la cellule cible, et d'où mon intérêt pour cette question. Et donc voilà les conclusions. Je pense que l'on peut dire qu'il y a dans les cancers des cellules souches cancéreuses, donc des cellules cancéreuses qui présentent les mêmes propriétés biologiques que les cellules souches somatiques dont on a parlé au cours des séances précédentes. Et on peut probablement dire aussi que ça peut expliquer, en tout cas partiellement, que la plupart des cancers disséminés ne peuvent pas être guéris par les chimiothérapies conventionnelles et même par les chimiothérapies ciblées comme le Glivec dont nous disposons aujourd'hui. Et que dès lors, il faut faire preuve d'imagination, essayer de voir quelles sont les différences, et Cédric vient de le dire très bien, quelles sont les différences au sein du cancer entre les cellules souches cancéreuses qui représentent une très petite minorité de la masse tumorale et les autres, donc là il y a des différences biologiques fines, et si l'on trouve, si on peut définir ces différences, eh bien essayer de les cibler pour avoir un traitement plus efficace. Et l'expérience que je viens de vous illustrer dans les glioblastomes de la souris, dans ce papier qui a été dans Nature au mois d'août, est certainement une piste intéressante. Voilà, je vous remercie pour votre bonne attention.